y a débat. COP28, quelle est la réponse aux effets du dérèglement climatique au Burkina, au Niger et au Mali? C'est le thème de ce débat. Le Sahel est l'une des régions les plus touchées de la planète par le dérèglement climatique, à travers notamment les sécheresses ou l'avancée du désert, les inondations, les conflits intercommunautaires et la migration climatique. C'est ce qu'indique le rapport 2021 de l'Organisation météorologique mondiale. Les températures augmentent dans les régions de façon rapide que la moyenne mondiale. À cela s'ajoutent les risques d'une baisse encore de 25% de la production des denrées alimentaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger. C'est dans ce contexte d'ailleurs que s'ouvre la 28e conférence des parties sur le changement climatique COP28 à Dubaï. À cette occasion, 3 médias de la Fondation Hirondelle, à savoir Studio Yafa, Studio Kalangu et Studio Tamani, coproduisent ces débats sur le phénomène. Le thème porte sur quelles réponses face au dérèglement climatique dans ces 3 pays. L'émission est présentée par Mariam Koulibaly depuis Bobo Dioulasso au Burkina Faso avec nos invités qui sont commandant Nazé Abdoulaye Konaté de la direction régionale des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Bonsoir Monsieur Konaté. Bonsoir Madame. Avec nous également Riznata Ouedraogo, déléguée nationale à la COP, négociatrice junior pour le climat. Bonsoir. Bonsoir Madame. David Ngolo Koulibaly est membre de la coordination nationale des jeunes sur le climat. Vous allez bien? Oui, bonsoir. En dernier lieu, nous avons Madame Florence Sommet, membre de l'association Mère Nature. Bienvenue. Merci. Téléspectateurs et auditeurs, bonsoir et bienvenue. Il y a débat. Dans la première partie de cette émission, l'accent sera mis sur l'impact du dérèglement climatique sur l'agriculture, l'élevage et la pêche dans ces 3 pays. Adama Sambou Sissoko est le président de l'Association des apprenants et des diplômés en environnement. Il nous en parle. Les causes des changements climatiques ainsi que de leurs conséquences au Mali, au Niger et au Burkina Faso. C'est beaucoup plus lié à la déforestation, à la coupe abusive du bois, surtout pour le bois énergie, le bois de chauffe si vous voulez. Au Mali, les besoins énergétiques du pays sont pris en charge à plus de 80% par la biomasse. Et je ne crois pas que le Burkina soit loin de là, je ne crois pas que le Niger également soit si loin de là. Également, on a l'élevage, nos ruminants qui en sont une des causes d'émissions de gaz à effet de serre, notamment le méthane. Nos déchets, nos tas d'ordures, c'est-à-dire nos différents dépôts de transit qui ne sont des dépôts de transit que par le nom. Alors, commandant Konaté, vous venez d'entendre M. Sissoko depuis le Mali. Il parle de l'effet de gaz à effet de serre qui serait les bétails qui émettraient des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci bien, Madame Koulibaly. Et merci à M. Koulibaly, c'est ça, pour l'apport. En fait, je suis d'avis avec lui parce qu'il a évoqué un temps le méthane. Qui est issu de la décomposition, des déjections des animaux, qui fait partie des gaz à effet de serre. Également, sur le plan du bois de chauffe, il a bien évoqué, au Burkina, je pense que nous sommes à 83% du bois énergie. Donc, je suis d'avis avec M. Sissoko, c'est ça? Mais oui, c'est M. Sissoko. Selon vous, quel est l'impact du dérèglement climatique sur l'agriculture, l'élevage, la pêche au Burkina Faso et au Niger? Si vous avez des informations sur le Niger. D'accord. Merci beaucoup, Mme Koulibaly. Alors, il faut dire qu'au niveau, les 3 pays ont presque la même histoire. Et lorsque vous partez sur le plan climatique, nous sommes dans les mêmes zones climatiques, seulement que c'est les largeurs des bandes qui diffèrent d'un pays à un autre. Sinon, nous faisons partie tous des pays sahéliens. Alors, donc, sur le plan climatique, c'est les mêmes réalités. Alors,
Il faut dire que les conséquences, c'est ça, du dérèglement climatique au niveau de l'agriculture, c'est le secteur où on ressent le plus. Il y a déjà les problèmes de la pluviométrie. Voilà. Tantôt, il y a des inondations. Par moment, nous avons des postes de sécheresse, ce qui conduit à la baisse de la productivité, la rentabilité également. Vous avez également l'enchérité, en tout cas le prix des céréales qui devient de plus en plus élevé, mettant face à la population à des difficultés hors normes, parce que la suite c'est la famine et l'extrême gravité, ce sont les décès. Alors, lorsque nous progressons au niveau sur le plan de l'élevage de façon globale, alors il faut dire que de plus en plus, tous les secteurs sont en voie de développement. Donc le cheptel, que ce soit du Burkina au niveau du Mali et au Niger, ne cesse de s'accroître, car les ministères qui ont en charge la question de l'élevage aussi se battent pour en tout cas assurer la ration protéique des populations. Donc ça veut dire que tout le monde se bat pour que le secteur de l'élevage soit en plein essor. Alors, M. Sissako l'a bien dit, le méthane qui est dégazé va sans doute aboutir au réchauffement climatique et ça va impacter sur les ressources fourragères. Les ressources fourragères vont baisser, le sol va se dégrader, la végétation également. Parce que quand vous regardez un peu les cultures, il arrive par moment que les éleveurs élaguent des arbres pour nourrir les bétails. Donc, du coup, on aboutit également au même problème qu'au niveau des humains. Il y a des crises de maladies ou des nouvelles zoonoses au niveau des animaux, et ce qui peut souvent aboutir à d'énormes pertes au niveau des animaux. Et lorsque nous prenons le dernier secteur, le secteur de la pêche, alors vous êtes sans doute sans savoir que lorsqu'il y a une inondation, les eaux qui coulent décapent le sol et amènent vers les grands cours d'eau, où il y a notamment nos ressources de pêche, que sont le poisson et autres. Alors, par moment, au Burkina, nous avons constaté la saison dernière une mortalité élevée du poisson au niveau du fleuve Mouhoun, voilà, bon, dont les raisons restent à identifier. Nous allons donner voilà la parole à Riznata Ouedraogo. C'est qu'on peut dire au niveau on va de façon ramassée. Vers vous, Monsieur Konaté. Riznata Ouedraogo, selon vous, quelles sont les causes de ce dérèglement climatique sur le secteur de l'agriculture, la pêche et l'élevage? Merci Madame Coulibaly pour la parole. Selon moi, la cause, c'est l'émission des gaz à effet de serre. Uniquement? Pas qu'uniquement. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Déjà avec l'agriculture, avec l'élevage, on constate que les déchets que rejettent les animaux contribuent à l'émission des gaz à effet de serre. Et dans le secteur de l'agriculture, l'utilisation des pesticides et autres intrants, est-ce que cela aussi n'est pas une cause? Oui, effectivement, l'utilisation des pesticides, les mauvaises pratiques agricoles. Actuellement, on parle d'agriculture durable. Les mauvaises pratiques agricoles contribuent à l'émission et contribuent à la pollution de l'environnement, la pollution de la terre. Alors, Madame Florence Sommet de l'association Mère Nature, au niveau de votre association, quels sont les constats que vous avez faits au niveau de la population, au niveau du secteur de l'agriculture et de la pêche, et concernant les impacts sur ces différents secteurs-là? Merci de me donner la parole, Madame. Le constat que nous faisons de façon générale est que tout ce qui a trait à l'humain, aux animaux, a forcément un impact sur notre environnement. Donc, il est important que nous fassions très attention de ce que nous posons comme acte, parce que ça a forcément des répercussions sur
notre quotidien, notre environnement et la biodiversité en général. Monsieur David Ngolo Coulibaly, vous venez d'écouter vos co-débatteurs. Selon vous, comment est-ce que vous analysez les causes et les conséquences des changements climatiques sur les systèmes agro-pastoraux au Mali, au Burkina et au Niger? Okay, merci déjà pour la parole. Et c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je vais remercier et apprécier à sa juste valeur les interventions de monsieur Amadou Sissoko. Et la première intervention, et également M. Konaté qui a pu en tout cas développer les différents éléments. Et en ce qui concerne donc les causes donc de ce dérèglement climatique, M. Sissoko l'a dit, il y a l'aspect anthropique, voilà, dû à l'action de l'homme. Il y a aussi une raison naturelle due à l'événement de gaz et de l'effet de serre. L'effet de serre qui est un phénomène naturel qui est de plus en plus accentué par l'action anthropique. Voilà. Et cela va donc de la surexploitation des terres due à aux mauvaises pratiques de production, les mauvaises pratiques de production et de consommation des êtres humains. À ajouter également l'élevage à travers donc les déchets des ruminants et autres. Il y a également les conditions météorologiques extrêmes, voilà, qui peuvent quand même entraîner certains dégâts. Commandant Nazé Abdoulaye Konaté, quelle évolution de la sécurité alimentaire, la résilience des moyens de subsistance et la gestion durable des ressources naturelles dans la région? D'accord. Merci pour la parole. Alors, la question de... Quelle évolution de la sécurité alimentaire? Comment est-ce que les changements climatiques impactent positivement ou négativement l'accès aux denrées alimentaires? Comment est-ce que les populations vivent cette situation et comment est-ce qu'elles font face? D'accord, merci pour la clarification. Il faut dire que la situation va de mal en pire et interpelle tout un chacun à revoir sa manière de vivre, car sans doute si on ne change pas, en tout cas on va tout droit au chaos, pas pour effrayer, mais il est important de dire la vérité et la réalité aux gens, que la question du changement climatique est une réalité et qu'il faille revoir notre manière de vivre. Les acteurs du domaine disent souvent que l'Afrique est une victime de ce changement climatique vu que l'Afrique n'est pas assez industrialisée. Vous mettez l'accent sur l'action des humains sur ce phénomène. Est-ce que le message ne va pas plutôt à l'endroit des pays industriels que des pays africains, selon vous? D'accord, merci. Le message va à l'endroit de ces deux pays, que ce soit industrialisé ou en voie de développement. Parce que notre planète n'a pas de frontières. C'est nous, nos pays qui ont des frontières, mais la planète n'en a pas. Alors, lorsque les pays industrialisés contribuent ou travaillent à dégrader la couche d'ozone, l'effet est ressenti directement sur les pays en voie de développement du fait de leur faiblesse de moyens à s'adapter à ces impacts-là. Donc, les deux pays sont interpellés. Voilà. Et peu importe la quantité d'émissions, il faut dire que chacun contribue à émettre des gaz à effet de serre. Alors, Iris Nata Ouedraogo, que pensez-vous de la participation de ces trois pays à la COP, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Merci pour la parole. Je pense que la participation du Mali, du Niger, du Burkina est cruciale. C'est important et ils pourront aborder plusieurs questions, notamment la transition énergétique. Déjà, les énergies renouvelables permettent de réduire un tant soit peu les effets du changement climatique. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça permet de pallier l'absence d'accès à l'électrification dans certaines zones. Et pour terminer, c'est l'un des thèmes de la COP 28. On a parlé du bilan mondial, on parle de la crise entre le Nord et le Sud. Et le troisième point, c'est la transition énergétique. Un autre aspect également, c'est l'agriculture.
Ce sera l'occasion pour ces pays qui dépendent de l'agriculture pour vivre et ils doivent aborder ce sujet-là afin de trouver des solutions, afin de viser ces dirigeants-là, ces grands pollueurs, afin qu'ils agissent, afin qu'on puisse survivre. Et nous dépendons beaucoup plus de l'agriculture pluviale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'eau, notre agriculture va mourir et nous allons périr avec. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel à ces grands dirigeants-là, afin qu'ils prennent des mesures, afin qu'ils nous permettent, avec l'accès au financement climatique on en viendra dans la troisième partie de ce débat. Entre-temps, Madame Florence Sommet, en termes d'agriculture, par exemple, et la culture du coton, le coton est assez prisé par les pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso en termes de culture. Maintenant, est-ce qu'on pourrait changer, par exemple, laisser le coton et aller vers d'autres cultures qui ne nuisent pas au sol et à l'agriculture, selon vous? C'est une possibilité, mais toujours est-il qu'il faudrait de concert avec les organisations et les structures environnementale et société civile, discuter autour de ce sujet pour trouver le point culminant pour que nous puissions prendre des résolutions assez réalistes et réalisables en tenant compte bien sûr de notre climat et de nos réalités. Alors David Ngolo Coulibaly, vous menez des actions sur le terrain, je suppose. Exactement. Voilà, les zones de transhumance sont-elles assez fournies en eau et en herbe pour les bétails? Ok, merci pour la question. Et effectivement, on a tantôt parlé donc des causes du dérèglement climatique et ses conséquences aussi sont sans équivoque parce qu'on observe les événements à prévalence lente tels que l'avancée du désert qui est une réalité pour ces trois zones. Et cela induit des conséquences. Voilà. Donc ça fait que les zones de pâture, effectivement, sont en voie de disparition, ce qui amène donc des déplacements climatiques. Les déplacements climatiques, encore appelés la migration climatique, voilà, des bétails qui, de par leur passage, pas que des bétails, des populations. Oui, des populations, oui. Je m'accentue sur les bétails parce que ces déplacements de bétail aussi créent ce qu'on appelle le conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Parce que les bétails broutent tout sur leur passage, ce qui intègre aussi les productions des producteurs végétaux. Voilà. Donc, cela est sans, en tout cas, donne beaucoup d'influence sur ce qui est de l'aspect sévère donc, de ce dérèglement climatique-là. Dans la deuxième partie de ce débat, nous allons parler de l'évaluation des politiques et mesures d'adaptation mises en place par les gouvernements et les acteurs locaux pour faire face aux défis climatiques dans cette deuxième partie du débat. Au total, 196 pays, dont le Mali, le Burkina et le Niger, se sont engagés à lutter contre le dérèglement climatique à travers différentes mesures, dont les contributions déterminées au niveau national CDN. Sani Ayouba est le directeur exécutif des Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Niger. Il nous en parle. Les CDN, c'est vraiment des contributions volontaires des pays par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La plupart des pays sahéliens, ce n'est pas des pays industrialisés et tout, donc il n'y avait pas assez d'objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais surtout, c'est de faire des activités d'atténuation à co-bénéfice, adaptation. Le Niger a privilégier ce qu'on appelle le secteur AFAT, c'est-à-dire l'agriculture, la foresterie et autres utilisations des terres ainsi que le secteur des énergies. Mais il faut comprendre que ce n'est pas l'unique document politique de mise en œuvre en matière de lutte contre les changements climatiques, puisqu'on a un plan national d'adaptation pour les changements climatiques, il y a aussi une stratégie. Mais aujourd'hui, à l'approche de la COP28, il y aura ce qu'on appelle le bilan global. Donc le bilan global, c'est tout simplement en fait la somme de l'engagement de ces CDN et puis d'autres engagements pris par certains partis pour voir est-ce que ça nous conduit vers la trajectoire 2 à 1.5 ou 1.5 voire 2 degrés. Et comme je l'ai dit, Niger depuis 2021 a pu transmettre, donc ils vont capitaliser. Mais aujourd'hui déjà la tendance tend à montrer que c'est insuffisant les ambitions, donc il faut revoir cela. Maintenant, l'autre élément essentiel que je voudrais mentionner, c'est que ces CDN-là ne sont que des engagements tant qu'ils ne sont pas traduits en projet concret, tant qu'il n'y a pas de financement, tant qu'il n'y a pas de volonté politique, tant qu'il n'y a pas de solidarité internationale, tant qu'il n'y a pas de justice climatique, on ne peut pas atteindre ces objectifs.
Les secteurs prioritaires de la CDN du Mali sont l'agriculture, la foresterie ainsi que l'énergie. Est-ce la même chose au Burkina Faso, M. Nazié Abdoulaye Konaté? D'accord, merci beaucoup madame. Il faut dire qu'au niveau du Burkina, en plus de ces 3 secteurs, il y a d'autres secteurs qui s'ajoutent. Je n'ai pas le chiffre en tête, voilà. Mais je sais que ça tourne autour de 11 secteurs, si je n'abuse, oui, ou 7. Oui. Voilà. Donc, ensemble, on va dire que dans les 3 pays, les secteurs clés qui sont pris en compte sont généralement les 3 secteurs qui sont l'environnement, l'agriculture et l'élevage, voilà, de façon globale. Oui. Alors, Riznata Ouedraogo, des engagements sont pris et renouvelés chaque année à travers particulièrement les COP, mais le Mali, le Niger ainsi que le Burkina Faso peinent à l'appliquer. Qu'est-ce qui l'explique selon vous? L'explication, c'est tout simplement le manque à l'accès au financement climatique. Récemment, nous avons eu un dialogue, diagnostic action sur les financements, sur l'accès au financement des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et on a énuméré un certain nombre de difficultés. Premièrement, c'est la barrière linguistique. Il faut noter que même pour participer à la COP28, l'un des critères, c'est de comprendre l'anglais. Et ensuite, il y a l'absence d'éducation, l'absence de formation, l'absence d'accès aux informations. Beaucoup de personnes ont des projets, mais ils ne savent peut-être pas comment rédiger des projets climatiques. Tout cela rentre en compte. Il y a aussi que les bailleurs de fonds privilégient. Il y a une certaine injustice, si je peux le dire, tout cela. En gros, c'est le manque d'accès au financement climatique qui nous met en retard. Alors, Madame Somé, Riznata Ouedraogo vient d'évoquer plusieurs points qui font que le Mali, le Niger et le Burkina Faso peinent à appliquer les recommandations des différentes COP auxquelles ils participent. Selon vous, est-ce que l'Afrique part en tant, disons plutôt ces pays partent en tant que figurants dans ces rencontres internationales? Moi, je me dis que ici, le véritable problème, ce n'est pas peut-être la place qu'occupent nos pays dans ces discussions internationales. C'est plutôt ce que nous mettons en œuvre ici après les rencontres internationales, après la COP 28. Les décisions qui seront prises, comment seront-elles appliquées au Burkina, quelles sont les cibles qui seront touchées, comment, pourquoi et jusqu'à quelle fin. Selon vous, tout cela n'est pas un acquis? Pas encore. Mais qu'est-ce qui bloque selon vous? Il est vrai que la question de l'information est très importante ici parce que nous pouvons discuter autour, vous pouvez vous retrouver en tant que spécialiste et expert d'un domaine, discuter autour du sujet. Mais une chose en est de discuter, de trouver des résolutions et une autre en est de pouvoir mettre en place des actions réelles et concrètes pour pouvoir toucher les populations directement pour que les choses s'améliorent et que nous ayons un résultat beaucoup plus positif. Monsieur David Ngolo Coulibaly, qu'est-ce qui entrave l'application des mesures et des bonnes marches et prises lors des différentes rencontres en lien avec le climat, notamment la COP et ici au Burkina Faso? Pourquoi ça ne s'applique pas? D'accord, merci. Déjà, l'idéologie de la COP, il faut le rappeler, c'est, comme son nom l'indique, c'est une conférence des partis. Et ces partis sont membres donc, à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Et après cette convention, il y a eu ce qu'on appelle donc le protocole de Kyoto. Après quoi, il y a eu l'accord de Paris, à la COP 21. Et ils ont abouti à des accords. Et ces accords, la particularité de ces accords est que ils sont de manière non contraignante. Donc le problème est que les décisions qui se prennent doivent être consensuelles lors des conférences de partis. Et aussi, pour que plus de 180 pays soient en tout cas d'accord pour adopter quelque chose, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas chose facile. Donc il suffit qu'une partie donc, dise qu'elle n'est pas d'accord, que l'accord est foutu. Voilà. Donc, afin de négocier l'adhésion donc, des différents partis, on essaie de négocier
les pays, en tout cas avec la diplomatie qui tourne autour de cela, pour qu'ils puissent quand même concéder et recevoir, concéder et accepter. Voilà, ça c'est au niveau global. Voilà comment en fait ce fonctionnement peut entraver l'aboutissement de quelques accords que ce soit. Voilà. Donc au niveau national, il faut dire que le Burkina Faso appartient à un groupe appelé G77 plus la Chine. Ça, c'est un des groupes que le Burkina Faso appartient. Il y a aussi le groupe des PMA, pays les moins avancés. Et ces groupes ont des réalités assez divergentes. Donc le Burkina peut avoir des ambitions, mais si ces ambitions ne sont pas acceptées à l'intérieur donc, de ces groupes, ça peut poser donc, des discordes. Et ces groupes sont censés porter une même voix lors des négociations, chose qui peut des fois entraver la bonne marche. Il y a des conférences des partis qui se tiennent sans accord à la fin. Et ça peut être difficile à croire, mais ce sont des réalités qui sont là. Donc l'idéologie que, par exemple, en tant qu'organisation de jeunes, ce que nous plaidons pour une participation efficace à cette conférence, c'est d'abord, en tout cas, comme l'a dit Irisnata, accentuer le financement. Je sais qu'on va peut-être revenir sur ça, mais aussi une participation active des jeunes, et ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, engager cette jeunesse-là à être, en tout cas, le levier d'un développement durable. Commandant Nazé Abdoulaye Konaté, qu'en est-il de l'accès au financement du Fonds vert climat? Est-ce que les montants alloués à ces différents pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est-ce que ce montant est assez suffisant? Merci Madame Koulibaly. Il faut dire que les montants qui sont toujours alloués restent largement en deçà des attentes des différents pays au regard en tout cas de l'accent des effets du changement climatique dans nos différents pays. Donc beaucoup reste à faire. C'est vrai que la main est mise dans la pâte, mais réellement c'est largement en deçà des attentes. Alors, ce qui nous conduit à la troisième partie de ce débat, des enquêtes menées par le Fonds monétaire international soulignent également que c'est possible de réduire les risques d'insécurité alimentaire de 30% en améliorant l'accès au système d'alerte précoce, aux informations sur les prix des denrées alimentaires et sur les conditions météorologiques. Faïsal Ouedrago a fait un reportage pour nous. L'une des alternatives pour faire face au changement climatique est la mobilité. Une technique qu'encourage le réseau de communication sur le pastoralisme, RECOPA, une organisation pastorale qui travaille à la sécurisation, la facilitation et l'accès aux ressources naturelles par les transhumants. Boubacar Maïga, directeur du RECOPA. La mobilité en elle-même est une forme d'adaptation au changement climatique. Et que ça permet à l'éleveur de partir des zones arides, des zones où ils n'ont pas suffisamment de pâturage, pour nourrir les animaux vers des zones plus abondantes en pâturage. Nous travaillons à faciliter cette mobilité à travers l'identification des zones stratégiques, les couloirs de passage, donc tous les couloirs de transhumance, les pistes d'accès. Nous avons aussi implanté des banques d'aliments bétail le long de ces couloirs-là pour permettre aux éleveurs et notamment aux transhumants de trouver de l'aliment bétail pour compléter un peu l'insuffisance de ressources naturelles de pâturage. Face aux menaces qui pèsent sur la transhumance, les acteurs de ce secteur lancent un appel à l'État burkinabé. Ils souhaitent bénéficier de certaines facilités, surtout dans un contexte d'insécurité dans plusieurs parties du pays. Selon le plan d'action régional pastoral 2019-2023, l'élevage occupe 80% de la population totale du Burkina Faso et contribue à hauteur de 18% au produit intérieur brut. Commandant Konaté, ici au Burkina Faso, est-ce qu'il y a eu des mesures prises par les autorités ou bien un plan mis en place pour atténuer les effets du changement climatique? Et si oui, lesquels? D'accord, merci beaucoup de nous donner encore la parole. Il faut dire qu'il y a, au-delà des CDN, il y a le plan national d'adaptation qui a été élaboré par le Burkina Faso et qui est en cours de mise en œuvre. Et dans ce plan-là, concernant l'agriculture par exemple, vous avez le système d'alerte précoce qui est déjà mis en œuvre. Au niveau de l'élevage, vous avez les formations et la culture des fourragères qui est également mise en œuvre, et en plus des sensibilisations de façon globale. Voilà. Donc, est-ce que vous remarquez des acquis? Alors, il faut dire qu'il y a des acquis, mais
ces acquis ne sont pas très perceptibles au regard de l'état de dégradation de nos ressources. Sinon, quelque chose est fait. Quelque chose est fait. Vous êtes du même avis, Madame Rizinata Ouedraogo? Effectivement, je partage le point de vue de monsieur. Quelque chose est fait, mais il reste beaucoup de choses doivent être améliorées. Comme quoi, par exemple? En réalité, j'ai perdu. Ok, on évoquait les acquis, les actions menées par les autorités, les plans d'action qu'ils ont ici sur le terrain au Burkina Faso et qui ont permis d'avoir des acquis, notamment sur le terrain en termes de lutte contre le changement climatique. Vous, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain en termes d'acquis à travers les actions menées par le gouvernement et par les organisations qui militent en faveur de la lutte contre le changement climatique? Sur le terrain, vous n'avez rien remarqué comme acquis? Ou peut-être pas d'organisations qui ont eu à changer le comportement des populations, des cultivateurs qui ont eu à adopter des stratégies plus adaptées à l'environnement. Oui. Par exemple, certains qui ont abandonné les pesticides et autres intrants au profit des intrants plus naturels. Oui, voilà. Effectivement, il y a eu pas mal de changements, surtout avec la participation de la jeunesse. Aujourd'hui, au Burkina, on a pas mal d'organisations de jeunes qui militent pour l'environnement et le climat, et leurs activités sont la sensibilisation des communautés locales. Leurs activités, c'est des journées de salubrité. Et on peut dire qu'ils ont contribué à changer les mentalités. Une partie est faite, il reste encore beaucoup à faire, mais je pense que ça s'améliore. Ça s'améliore. Madame Florence Sommet, sur le terrain, quelles sont les actions que vous menez concrètement au sein de votre organisation pour sensibiliser les populations et amener à un changement de comportement? À Mère Nature, ce que nous faisons comme action pour inciter la population à prendre conscience de son impact sur l'augmentation des gaz à effet de serre et le dérèglement du changement climatique, c'est participer à l'éducation des enfants, parce que c'est eux, selon nous, c'est eux ils sont la génération future à qui nous devons laisser une planète beaucoup plus saine et vivable. Il y a aussi les séances de reboisement, où c'est le moment où les jeunes se retrouvent, c'est un partage d'expériences, un cadre convivial où nous pouvons échanger des différents thèmes liés à l'environnement pour permettre un changement déjà de mentalité. Quand on prend conscience qu'il y a un problème, on est plus apte à traiter de la question. Et il y a aussi les participations aux activités, les débats énergétiques, les panels, tout en lien permettant à la jeunesse, comme elle l'a dit, de s'informer, de participer et de bénéficier à elle aussi, de pouvoir donner une plus-value à ce combat que nous menons contre le changement climatique. Alors David Ngolo Coulibaly, vous êtes d'accord avec Madame Sommet que les organisations de la société civile ont leur rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique? Oui, merci. Je suis d'accord avec ce que Madame Sommet dit. Et dans la mesure où la jeunesse, effectivement, est interpellée dans cette dynamique-là, parce qu'en rappel, la CONAGEC a été créée en 2015, suite à la COP 21. Voilà, c'est cette COP qui a éclairé cette jeunesse-là à mettre en place une base de réflexion qui se donne pour mission de mobiliser la jeunesse autour donc, des défis et des questions liées au changement climatique. Mobiliser durablement la jeunesse autour de cette question. Et ce qui fait que depuis 2015 et aujourd'hui, 8 ans déjà, elle organise chaque année une conférence nationale des jeunes pour l'environnement et le climat et les ODD, les objectifs de développement durable. Et cette conférence s'inscrit dans le cadre donc du LCOI, Local Conference of Young, et qui est une conférence, la conférence locale donc, des jeunes sur le climat. Voilà, et qui est membre donc de Yungo, qui est une organisation officielle de la jeunesse reconnue par la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Donc en plus de cette action de sensibilisation des jeunes et de plaidoyer, la CONAGEC également offre des formations
un renforcement de capacités et également la promotion des bonnes pratiques de consommation et de production. Voilà, on renforce les capacités donc des acteurs dont la pratique joue en défaveur du climat, telles que les exploitations minières. On a promu dernièrement donc, les bonnes pratiques d'exploitation des sites aurifères artisanaux. Voilà. Donc en plus de tout ça, il y a des projets et des programmes que la CONAGEC co-implémente. C'est notamment donc le récent programme qui est le programme des jeunes délégués, dont Risnata et moi-même sommes bénéficiaires, qui avait pour ambition, donc, avec le partenaire de Oxfam et puis le ministère de l'Environnement du Burkina Faso, qui a mis en place donc, cette formation de 10 jeunes délégués pour effectivement être une antenne relais auprès donc, des négociateurs seniors au niveau donc, de la COP28. Cela permettait donc de créer un cadre d'expression des jeunes et pour voir de plus près comment les négociations se font et comment reconduire ça, capitaliser ça donc, et grandir avec ça. Commandant Nazé Konaté et Abdoulaye Konaté, quelles sont les difficultés auxquelles l'État burkinabé est confronté pour mettre fin ou bien pour atténuer les effets du changement climatique? Merci beaucoup de nous donner la parole. Il faut dire que les difficultés, elles sont nombreuses, mais on va les regrouper. Il y a d'abord le nerf de la guerre, les problèmes financiers. Et vous êtes sans doute savoir que depuis les différentes crises dans les 3 pays, il y a des sanctions qui sont commises à notre endroit et qui nous amènent à une situation plus précaire qu'au préalable. Donc il y a déjà le problème financier. Il y a le fait que une dégradation, lorsqu'elle commence, si elle n'est pas stoppée ou quelque chose n'est pas fait, la dégradation ne fait que s'accentuer. Alors, du fait de nos moyens très limités, et qu'il y avait déjà le processus de dégradation qui était enclenché, il faut savoir que sa vitesse ne cesse de s'accroître. Donc, il y a la démographie aussi qui est là, qui conduit à beaucoup de besoins, à savoir la coupe abusive du bois. Il y a également la connaissance. Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative à cette coupe abusive des bois? Vous n'avez pas d'alternative ici au Burkina Faso? Il y a des alternatives. Que ce soit individuel ou bien au niveau de l'État? Oui, au niveau de l'État, que ce soit État ou individuel, il y a chaque année des campagnes de reboisement qui sont organisées. Il y a des sensibilisations. Il y a également que chaque année ou à tout moment, l'État s'efforce à approcher la population pour créer des espaces de conservation. Donc, de façon ramassée, voilà, pour ne pas être très long. Sinon, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre. Et du reste, il y a également que le ministère de l'Environnement est commis à cette tâche de créer, de gérer et de mettre en œuvre les politiques en matière d'environnement. Et donc, dans ce gros lot, il y a beaucoup d'actions qui sont prévues et qui sont en train d'être mises en œuvre. Merci. La démographie, l'accès au financement sont cités entre autres comme les difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés sur le terrain. Est-ce que vous êtes du même avis, Madame Risnata? Oui, je partage l'avis. Parlons de démographie, la population s'accroît et nous sommes obligés de construire beaucoup plus. Et en construisant, les meilleures pratiques ne sont pas prises en compte. Par exemple, les fosses septiques, les tuyaux d'évacuation pour les eaux. Nous n'en avons pas assez et c'est ce qui occasionne les inondations en ville, créant des pertes en vie humaine, créant des dégâts matériels. Et également, vu que toute la population migre vers la ville, l'élevage également migre. Et c'est pour ça qu'on retrouve des animaux en ville en train de tout gâter. Et je crois que la mairie a pris des mesures contre cela. Et aujourd'hui, ça va. Alors, Madame Somé, les difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés sur le terrain, vous, au sein de votre organisation, qu'est-ce que vous rencontrez principalement en termes d'action et en termes de financement? Et vos co-débatteurs aussi ont évoqué la question de démographie. Est-ce que vous êtes butés aux mêmes difficultés?
Oui, nous faisons face aux mêmes difficultés parce que nous luttons pour le même sujet. Nous faisons face à la même chose. Et ici, la principale difficulté dont nous faisons face, c'est pouvoir avoir accès au financement. C'est un réel problème parce que, comme il a su bien le dire, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est vrai que des actions sont entreprises pour pouvoir, avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut faire déjà sur le terrain, pour pouvoir sensibiliser, mettre en œuvre toutes les actions possibles et nécessaires pour un éveil de conscience et un changement radical des choses. Mais le manque de financement reste à lui seul un réel problème. Donc, il n'est pas possible de mener d'actions isolées sans financement, selon vous? Si, c'est ce que nous faisons déjà. Mais si nous avons un accès beaucoup plus favorable au financement, vous êtes d'accord avec moi que nous pourrons faire beaucoup plus que nous faisons déjà sur le terrain. Et c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Alors, David Ngolo Coulibaly, l'accès au financement revient après chaque tour de table. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est le nerf de la guerre, comme l'a dit vos co-débatteurs? Oui, moi-même j'allais ajouter que ce sont les os de la guerre. N'est-ce pas? Le nerf et les os et le sang de la guerre. Parce que sans le financement, l'efficacité est compromise. Voilà. Et à ajouter, comme l'a dit Mme Soumé, nous en tant que jeunes, nous ne pouvons que faire ce que nous pouvons. Mais ce financement doit venir forcément de l'étranger ou bien c'est des ressources qui doivent être mobilisées au niveau national? Les ressources se mobilisent au niveau national, sauf que le niveau national, effectivement, a des contraintes de développement. Voilà. Et il y a des secteurs prioritaires. Voilà, secteurs prioritaires de développement dont, bien sûr, l'environnement fait partie, mais avec une proportion bien définie, bien sûr. Et la question de l'environnement est interplanétaire. Voilà. Donc, l'environnement ne connaît pas de frontières, comme l'a dit M. Konaté. Donc ça fait que les responsables sont beaucoup appelés à agir pour qu'il y ait cette compensation, cet équilibre-là. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait référence, c'est ce que la justice climatique fait référence. Il faut que ceux qui polluent plus puissent à un moment donné prendre conscience de leurs responsabilités et en tout cas voir de plus près cet engagement-là qui traîne depuis le protocole de Kyoto à l'accord de Paris et jusqu'à l'accord 28 qui va se tenir à Dubaï. Il faut qu'on laisse les discours à long métrage, des contournements sur les problématiques qu'on connaît tous et qu'on passe à l'axe. Ce n'est pas une honte de reconnaître, il faut qu'on agisse. Et en tant qu'organisation de jeunes, la CONAGEC a des difficultés, comme l'a tantôt souligné Mme Sanou. C'est pratiquement la fin de cette émission. Oui, je vais juste demander deux secondes. Ok, voilà. Allez-y, c'est pratiquement la fin. La difficulté majeure donc, des organisations de jeunes que nous sommes, c'est surtout l'accès à des plateformes de décision. On fait des plaidoyers, on mène des activités. Tant que nos mots ne sont pas en tout cas réceptifs, ça peut créer un blocus. C'est sur ces mots de M. Coulibaly que nous allons mettre fin à ces débats dont le thème portait sur quelles réponses face aux effets du dérèglement climatique au Mali, au Burkina et au Niger. J'ai eu le plaisir à vous présenter cette émission qui a été coproduite par les projets de la Fondation Hirondelle, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso, à savoir Studio Yafa, Studio Kalangu et Studio Tamani. L'émission a été réalisée depuis Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Nos invités étaient le commandant Nazi Abdoulaye Konaté de la direction régionale des eaux bassins au Burkina Faso, Liznata Ouedraogo, déléguée nationale à la COP et négociatrice junior pour le climat, David Ngolo Coulibaly, adjoint il est membre de la coordination nationale des jeunes sur le climat. Et en dernier lieu, nous avons Mme Florence Sommet de l'association Mère Nature. Merci d'avoir suivi l'émission avec attention. On se dit à demain. Merci. Il y a débat.